Donc, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui pour l'atelier Construire un projet local sur le territoire des ZFT Luxembourg-Wallonie. Donc, la matinée va se dérouler vraiment en trois grandes parties. La première partie ici est vraiment plus une présentation ex cathedra du dispositif, présentation des opportunités que comprennent les ZFT. Luxembourg-Wallonie. Ensuite, on passera à 10 heures par une partie un peu plus pratique où on vous présentera et on passera en revue la grille d'instruction qui est en fait la grille sur laquelle on se base pour évaluer les projets qui sont déposés dans le cadre du présent dispositif. Ensuite, on passera à un retour d'expérience de deux opérateurs qui ont bien accepté de bien vouloir répondre à nos questions, qui ont déposé un projet le 12 juillet dernier et donc qui sont frottés à l'exercice de remplir une demande de concours et à créer vraiment un partenariat dans le cadre de ce dispositif. Et ensuite, on vous présentera quelques documents de facilitation de manière à pouvoir retrouver les informations concernant l'appel à projet. Voilà, de manière assez pragmatique. Et ensuite, on passera par la dernière partie, la troisième, qui est vraiment un temps d'échange et de discussion autour d'une table ronde ou d'un speed meeting en fonction de ce que vous préférez. Et on passera à la conclusion avec le planning pour la suite et éventuellement vos questions-réponses. Donc pour la première partie, il faut savoir que les zones fonctionnelles transfrontalières s'inscrivent dans le cadre d'Interreg Grande Région. Donc c'est un programme qui vise un territoire bien précis. Donc il y a 6 territoires qui sont visés, 2 côté allemand, donc la Sarre, la Rhénanie, Palatinat, côté allemand, et donc côté français, la région Grand Est, les départements de Moselle, Meurthe-et-Moselle et la Meuse. Côté belge, on a donc la Wallonie, Fédération Wallonie-Bruxelles, communauté germanophone, et ensuite l'entièreté du Grand-Duché de Luxembourg. Donc le but du programme est vraiment d'accroître l'attractivité du territoire, de l'espace de coopération, et particulièrement la compétitivité, notamment aux frontières vraiment locales. Et à ce stade, en fait, on se trouve dans la programmation 21-27 et qui est découpée en fait en 4 grands objectifs stratégiques et donc 4 grandes priorités du programme ici. Donc on a la priorité 1 qui est une grande région plus verte, la priorité 2, une grande région plus sociale, la priorité 3, une grande région plus proche et ensuite la priorité 4, une meilleure gouvernance pour la grande région. Il faut savoir ici que les zones fonctionnelles transfrontalières ont été sont instaurées dans le cadre de la priorité 3. Donc, qui est vraiment une nouvelle priorité que la Commission européenne a décidé de créer pour accroître vraiment la mise en place de projets à l'échelle vraiment locale et à avoir une concrétisation territoriale importante. Donc, il y a un budget dédié spécifique à ces zones fonctionnelles transfrontalières. Je cède la parole à Estelle pour la suite. Donc, Delphine a déjà un peu introduit ce qu'est une zone fonctionnelle transfrontalière, mais il y a un aspect plus théorique derrière ce terme, parfois peut-être barbare. Donc, nous, on le raccourcit par ZFT, donc pour zone fonctionnelle transfrontalière, et peut être qualifié comme ZFT un espace de coopération qui dispose de 3 choses. D'abord, des relations entre les institutions, les acteurs d'un même territoire, une gouvernance spécifique transfrontalière, et une stratégie de coopération territoriale qui identifie des thématiques spécifiques ou des enjeux particuliers pour un territoire donné. Donc, comme Delphine a dit, les objectifs de ces zones fonctionnelles, c'est vraiment renforcer le développement local en transfrontalier, et ce, grâce à une enveloppe allouée par le programme Interreg Grande Région, qui permet de porter des projets qui répondent aux enjeux, aux ambitions, aux défis du territoire concerné. Il y a 10 zones fonctionnelles sur toute la grande région, mais nous, je dis pour le territoire Luxembourg-Wallonie, on est concerné par 2 zones. Une zone au nord, donc la ZFT Luxembourg-Wallonie Nord, et une zone au sud, pour la ZFT Luxembourg-Wallonie Sud. Je vais passer à la suivante, et ça, c'est le territoire un peu plus précis. Donc il y a 29 communes, suite aux fusions, il y a quelques communes en moins, mais le territoire est toujours le même, donc 29 communes, 11 du côté wallon et 18 du côté luxembourgeois, et pour la zone nord, pardon. Et cette zone dispose d'une enveloppe FEDER, donc une enveloppe attribuée par la Commission européenne, par le programme Interreg Grande Région pour soutenir des projets, de un peu plus de 4,5 millions d'euros. Et pour la zone sud, on retrouve 16 communes, 8 de chaque côté de la frontière, avec une enveloppe FEDER de un peu plus de 3,6 millions. Ici, ce sont les montants totaux, à savoir que des projets ont déjà été déposés, et donc les montants qui sont disponibles pour le moment ne sont pas encore connus,
sont pas encore définitifs, mais on peut déjà vous dire qu'il y a à peu près, il y a au minimum 40% de ces enveloppes qui sont disponibles pour le prochain appel à projet. Donc pour le Nord, ça fait à peu près 1,8 million et pour le Sud, 1,45 million FEDER. Comme je l'ai introduit tout à l'heure, un deuxième élément important pour être qualifié comme zone fonctionnelle, c'est d'avoir une gouvernance propre. Pour les zones fonctionnelles transfrontalières, ça se passe de cette manière. Donc, on s'inscrit bien évidemment dans le cadre Intérêt Grande Région. Donc, les grandes règles applicables au programme sont applicables aux zones fonctionnelles. Il y a une seule et même structure de gestion que Delphine, Mélanie et moi-même représentons aujourd'hui, qui coordonne de manière administrative et plutôt stratégique les deux zones, c'est-à-dire qu'on anime le territoire, on accompagne les porteurs de projets, mais aussi on instruit les projets, qu'on vous présentera tout à l'heure. On est épaulé par, pour chaque zone, un comité décisionnel. C'est l'organe plutôt politique des zones fonctionnelles qui, lui, statue sur différents éléments comme le cadre de l'appel à projet, les modalités, mais aussi c'est lui qui sélectionne les projets. Et chaque comité est composé de 10 membres. Un représentant du gouvernement luxembourgeois, un représentant du gouvernement wallon, 4 représentants de communes du territoire wallon et 4 représentants des communes du territoire luxembourgeois. Et le troisième élément qu'il faut pour être qualifié comme zone fonctionnelle, c'est avoir une stratégie spécifique. Donc, chaque zone fonctionnelle Luxembourg-Wallonie dispose d'une stratégie de coopération territoriale transfrontalière qui couvre 6 thématiques. Ce sont les mêmes thématiques et globalement les mêmes sous-axes, si je peux les appeler comme ça. Donc, dans les thématiques, on retrouve le développement urbain, les services et équipements publics, ça reprend la culture, la formation, l'enseignement supérieur, la santé également, la mobilité, les changements climatiques, cycle de l'eau et biodiversité, l'économie régionale, locale et circulaire, et enfin le tourisme. Et pour qu'un projet soit soutenu grâce aux fonds qui sont alloués à la zone, il faut absolument qu'il contribue à la mise en œuvre de la stratégie, donc qu'il réponde à l'une des thématiques qui est ici sur l'écran. Dans le cadre du programme Intérêt Grande Région, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle les points de contact. Donc, les missions en fait, du point de contact sont vraiment ce sont vraiment des personnes relais, des personnes ressources pour aider les opérateurs, notamment en cas de questions techniques sur le programme. Et donc, ils sont vraiment, en fait, ils complètent le travail de la structure de gestion, d'accompagnement qui accompagne les opérateurs, mais qui aussi évalue les projets. Donc voilà, on a repris ici sur ce slide les deux points de contact. Donc pour, par exemple, des personnes qui ont l'habitude de travailler sur des projets d'intérêt grande région classiques, ont régulièrement contact avec ces personnes. Donc il y a un point de contact côté wallon, qui est Stéphanie Dupuis, et un point de contact côté luxembourgeois, Carole Boulmont. Donc ces personnes sont vraiment les personnes ressources, par exemple, avec lesquelles on collabore pour identifier des partenaires, si par exemple c'est quelque chose auquel vous auriez un peu plus de mal, par exemple, dans le cadre d'une idée de projet concrète sur le territoire. Donc, on peut passer ici aux modalités d'appel à projet. Donc, il faut savoir, quand on a lancé l'appel à projet en mai dernier, il y a tout un cadre qui a été fixé par les comités décisionnels de manière à fixer des balises pour cet appel. Et donc, on va les passer en revue, les différents critères ici. Donc, le premier il concerne le taux de cofinancement FEDER. Donc, ici, il y a une petite distinction entre les deux zones. Donc, dans la ZFT Nord, il y a un taux de cofinancement FEDER qui a été fixé par le comité décisionnel de maximum 60% pour tous les projets et maximum 40% pour les opérateurs qui présenteraient des dépenses d'infrastructure. Donc, ce qui peut au final arriver, c'est qu'un projet, par exemple, qui est déposé, concerne, donc certains opérateurs ont des dépenses d'infrastructure et d'autres pas, et donc il y a un taux de cofinancement qui est différent en fonction de l'opérateur. Pour la ZFT Sud, c'est une toute autre méthode. C'est un taux flexible qui a été fixé de 40 à 60% pour tous les projets. Donc, ce sera le comité décisionnel qui fixera le taux sur base de discussion le jour des décisions sur le projet. Ensuite, au niveau du plafond pour le cofinancement FEDER, comme l'a dit Estelle tout à l'heure, il a été décidé d'allouer maximum 60% de l'enveloppe FEDER que Estelle a mentionné tout à l'heure au premier processus de décision.
donc qui a été en fait pour lesquels les comités se sont réunis en octobre dernier. Et donc, il reste à minima 40% de l'enveloppe FEDER disponible pour le prochain processus qui est fixé au 13 février. Donc, de manière un peu plus précise, comme Estelle l'a précisé, donc, pour le Nord, vraisemblablement en fonction, donc actuellement on est en période de ce qu'on appelle levée des réserves, donc il y a 5 projets qui ont été déposés dans le cadre du premier processus de décision. Et donc actuellement on est dans cette période de levée des réserves, donc certaines réserves ont été mises, donc les projets ont été approuvés, mais sous réserve de lever certains critères administratifs ou techniques. Et donc, si tous ces critères sont levés et que les projets sont finalement approuvés, il restera donc globalement 40% pour la zone nord et un peu plus côté sud, approximativement 60%, 65% de l'enveloppe, donc ce qui fait un peu plus ou moins de 2,3 millions pour la zone sud et 1,8 million pour la zone nord. Donc, comme ça, vous avez une idée un peu de l'enveloppe disponible, évidemment sous réserve. Donc, je tiens vraiment à le préciser et à le noter sous réserve de l'approbation et la levée de ces réserves. Donc ensuite, l'autre modalité qui est importante de noter, c'est le financement des projets couvrant les 2 ZFT. Donc il est possible qu'un projet soit déposé et qui concerne le territoire des 2 zones qu'on a présentées tout à l'heure, parce que c'est 2 zones relativement proches avec parfois des enjeux similaires. Et donc, ça a été le cas, par exemple, pour un projet qui a été déposé dans le cadre du premier processus. Donc, il faut savoir que, de manière très concrète et pragmatique, l'opérateur va devoir choisir la zone sur laquelle il dépose, parce que quand vous vous connectez sur la plateforme GEMS, il y a 2 appels à projets qui sont créés, il faut choisir le nord ou le sud. Et donc, ce n'est pas la théorie du doigt mouillé qui doit gagner, mais par contre, il va falloir argumenter pourquoi vous déposez sur l'une des 2 zones, parce que, par exemple, vous estimez que vous avez un effet plus important sur le territoire, ou parce que, enfin, ça peut être différentes raisons, mais il faut pouvoir le justifier dans la demande de concours. Et il faut savoir que l'entièreté du budget qui sera sollicité sera complètement imputée sur le budget de la zone sur laquelle vous allez déposer le projet. Ensuite, on se situe ici dans un appel à projet qu'on appelle en continu. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, donc vous pouvez déposer votre projet au fil de l'eau. Donc, une fois que le projet est mature et que la demande de concours est complète, vous pouvez déposer. Donc là, actuellement, l'appel à projet est ouvert depuis le 13 mai dernier. Et donc, vous pouvez déposer quand vous le souhaitez. Cela n'empêche qu'on a fixé des balises pour pouvoir vous donner aussi la certitude que votre projet sera traité dans un délai raisonnable. Et donc, la prochaine balise qui a été fixée, c'est le 13 février prochain. C'est-à-dire que si vous déposez votre projet d'ici le 13 février, il sera traité au comité décisionnel prévu en mai et juin prochain. Donc, entre-temps, il y a, on le verra un peu plus tard, toute la période d'instruction et de recevabilité des dossiers. Ensuite, donc la date d'appel à projet, je l'ai mentionné, c'est ouvert depuis le 13 mai et se clôturera le 31 décembre 2026, ou plutôt évidemment s'il il n'y a plus de budget disponible pour déposer un projet. Ensuite, une autre particularité qui a été décidée par les comités décisionnels, avec un petit focus sur la zone nord. Donc, chaque projet doit répondre à une des thématiques développées dans la stratégie, et également un axe stratégique. Donc, vous le verrez si vous avez consulté, par exemple, les stratégies qui sont disponibles sur la page web Idelux. Donc, il y a tous des axes stratégiques qui sont développés pour chacune des thématiques. Et donc, par contre, la zone nord a décidé de faire un focus sur 4 des thématiques que Estelle a présentées tout à l'heure, donc qui sont le changement climatique, cycle de l'eau, biodiversité, l'économie régionale, locale et circulaire, le service et équipement public et le tourisme. Et donc, sur ces 4 thématiques prioritaires pour la zone nord, il y aura une particularité qui sera faite notamment dans le cadre de l'instruction des dossiers. Donc, c'est à cet égard que cet élément est important. Et côté sud, il n'y a pas de priorité sur l'une des thématiques. Les 6 restent complètement ouvertes et pertinentes. Au niveau de la procédure de dépôt, si vous avez l'habitude et la connaissance d'Interreg classique, on va dire, ici, il y a une petite particularité pour les zones fonctionnelles. C'est un dépôt qui se fait en une seule phase, donc et pas en 2 phases avec une fiche synthétique. Donc, toute l'entièreté de la demande de concours avec les annexes doivent être remises directement au dépôt au moment de cliquer sur l'envoi sur GEMS.
au niveau de la période d'éligibilité des dépenses des projets. Donc, toutes les dépenses qui peuvent être remises dans le cadre du projet peuvent être remises à compter du 1er mai ou du 1er juin selon la zone et jusqu'au 30 juin 2028 au plus tard. À savoir ici, on parle de la date à laquelle la dépense a été occasionnée et donc toute dépense pourra être justifiée encore 2 mois après la date de fin de cette période d'éligibilité, donc c'est le 30 août 2028. Parce que la période de programmation se termine fin 28. C'est important à le noter. Et chaque projet devra avoir une durée comprise entre 12 mois et 42 mois, avec la particularité que si vous dépassez 36 mois, il faut pouvoir le justifier. Ça, c'est une imposition du programme Interreg Grande Région. Donc, tous les projets de plus de 36 mois doivent justifier pourquoi ils nécessitent plus de temps pour élaborer leur projet. Mais en l'occurrence, ici, ce sera moins pertinent. Donc, la période est relativement limitée, donc il faut que les projets puissent se terminer d'ici juin 28. À minima, on se réunit avec les comités décisionnels 2 fois par an, donc ce qui permet aussi d'assurer une certaine fluidité du traitement des dossiers et de la validation aussi de l'instruction des dossiers lors de ces réunions. On peut passer aux critères d'instruction. Oui, les critères d'instruction, c'est le deuxième élément, je veux dire, qui forme le cadre de l'appel à projet. Je vais passer à la slide suivante. Les critères d'instruction sont utilisés tout au long de la phase d'évaluation, la phase d'instruction des projets et la phase d'instruction à plusieurs étapes. Tout d'abord, la phase d'analyse de la recevabilité. Donc ici, c'est vraiment une analyse sur la forme du projet. On vérifie qu'il y a bien tous les éléments pour passer à la suite de l'évaluation. Et la suite de l'évaluation, c'est l'instruction sur le fond, sur le contenu du projet, que nous, structures de gestion, nous réalisons, de même que l'analyse de recevabilité, et on travaille en collaboration avec le secrétariat conjoint, qui lui effectue plutôt une instruction administrative, donc qui vérifie par exemple que le budget est bien construit, que les partenaires sont solvables, que toutes les annexes sont correctement remplies, etc. Et ensuite, à la fin de la phase d'instruction, c'est le comité décisionnel qui a le dernier mot sur l'approbation ou non des projets. Donc la grille d'analyse est légèrement différente entre les zones nord et sud, mais les critères les grands critères sont les mêmes, c'est juste dans les modalités que ça diffère. Et la grille d'analyse aussi, ça c'est important de le rappeler, pour un objectif d'égalité de traitement, je veux dire, se base sur la grille d'analyse des projets classiques. Donc on attend la même qualité de projet dans les EDFT que dans le programme Interreg classique. Donc pour la phase de recevabilité, ici c'est plutôt, donc, comme je l'ai dit, l'analyse sur la forme et non technique. Il y a 7 critères par zone fonctionnelle. D'abord le dépôt dans les délais. Si vous souhaitez déposer un projet très prochainement, il faudra qu'il soit soumis avant le 13 février 2025 à midi, ça c'est important, 12h00 pour être bien précis. Il faut qu'il y ait de l'existence d'un partenariat transfrontalier, c'est-à-dire qu'il faut au moins un partenaire wallon et un partenaire luxembourgeois, de préférence situés sur la zone couverte par, on la voit sur la carte, sur la zone couverte par la zone fonctionnelle. Il faut qu'il y ait un chef de file qui soit désigné. Il faut que le projet rentre dans la période d'éligibilité que Delphine nous a présentée tout à l'heure et qui diffère un petit peu du nord au sud, mais d'un mois. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'échéance, c'est le 30 janvier 2028, 30 juin 2028. Il faut que le dossier soit complet. Donc, sur la plateforme GEMS, il faut que toutes les sections soient remplies. Il ne doit y avoir aucun blanc. Et de toute façon, sur la plateforme, il y a une petite bulle qui vous indique quand il y a quelque chose qui manque. Il faut que les attestations nécessaires au moment du dépôt soient annexées au dossier. Et il faut que la demande de concours soit bilingue, français-allemand. Toutefois, la qualité de la version allemande n'est pas évaluée parce que les zones sont francophones. Et vous pouvez passer par un logiciel de traduction en ligne gratuit si vous le souhaitez. Pour l'instruction sur le fond, donc ici je vais plus présenter le contexte parce que les critères seront passés en revue très largement dans la partie 2 de cette matinée. Donc il y a 9 critères, 5 points sont allouables par critère, donc ce qui fait un total de 45 points.
On attribue les points de la manière suivante. Donc, si le projet ne contribue pas de manière satisfaisante aux critères en question, il reçoit un 0. S'il contribue de manière satisfaisante, c'est un 1. S'il contribue, non, pardon, de manière suffisante, c'est un 1. S'il contribue de manière satisfaisante ou bonne, ici c'est un 3. Et enfin, si la contribution est vraiment idéale, c'est un 5. Pour être proposé à l'approbation, il faut remplir deux critères. Le même pour les deux zones, c'est qu'il faut recueillir au moins 30 points sur les 45 disponibles. Et pour encore affiner les choses, il faut que les projets obtiennent un certain nombre de points sur des critères qu'on appelle incontournables, c'est-à-dire des critères que le comité a jugés comme essentiels pour vraiment répondre aux besoins des zones fonctionnelles. Pour la zone nord, il y a 4 critères incontournables, donc les projets doivent recevoir 12 points sur 20. Et pour la zone sud, il y a 5 critères incontournables, donc les projets doivent recevoir 15 points sur 25. Pardon. Cette petite particularité qu'on peut ajouter aussi ici, c'est que cette grille d'analyse, voilà, c'est sur laquelle on se repose, donc c'est notre façon de fonctionner ici au sein de la structure de gestion, mais notre rapport est transmis au comité décisionnel, donc une fois qu'on l'a réalisé, et le comité décisionnel est libre et peut s'appuyer sur ce rapport d'instruction, mais il est libre de s'en écarter également. Nous, on vient avec une aide à la décision, on va dire, et on a un aspect, enfin, une grille d'analyse technique, et puis ensuite, bah, le comité décisionnel, qui est un organe politique, fait choix de suivre ou non cet avis et de décider sur les projets. C'est pour ça qu'on fait une proposition à l'approbation, parce qu'au final, c'est le comité décisionnel qui approuvera ou non les projets. Ici, c'est l'ensemble des critères que je laisse à l'écran, mais que je ne vais pas passer en revue parce que ce sera le premier point de la deuxième partie. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie assez théorique et on vous a balancé des infos, mais oui. Lesquels sont incontournables, on va y revenir après. Et ce, avec une petite astérisque. Mais on y reviendra, un petit astérisque, pardon, et on y reviendra après avec plus de détails. Oui. On y revient juste après parce que, sachant que la partie ici, certaines personnes avaient déjà eu l'information, donc on a laissé le choix à certaines personnes de pouvoir venir à cette partie-ci, ensuite, ou d'autres de s'inscrire uniquement à partir de 10 heures pour avoir des informations un peu plus détaillées que ce qu'on avait pu le faire par le passé, pardon. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.